Alors, bienvenue dans ce premier chapitre de notre formation consacrée à l'apprentissage du JavaScript et on va découvrir aujourd'hui les variables. Alors, pour pouvoir écrire un petit peu du JavaScript, tester les choses, il va nous falloir un environnement. Alors, moi, j'ai choisi ici d'utiliser le navigateur parce que j'imagine que vous avez tous un navigateur aujourd'hui, ça va être le plus simple à tester. Et donc, on va créer une page web où on va pouvoir écrire notre JavaScript à l'intérieur. Pour cela, je vais me rendre dans n'importe quel dossier de mon système et je vais aller créer un nouveau dossier. Ce dossier, je vais l'appeler tuto-js, mais peu importe le nom que vous donnez, et je vais aller le mettre dans mon éditeur de texte. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la formation, on va utiliser Visual Studio Code. Une fois que c'est ouvert, je vais aller créer un nouveau fichier que l'on va appeler index.html. À l'intérieur, on va y mettre la structure HTML de base, donc je peux taper HTML et choisir cette abréviation. Donc ça me donne tout un tas de code HTML, et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'écrire du JavaScript. Pour écrire du JavaScript dans une page web, il vous suffit d'ouvrir la balise script, et ensuite, vous pouvez mettre à l'intérieur du code JS valable. Donc c'est ici que moi, je vais écrire mon code. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va regarder cette page-là au niveau du navigateur, donc je vais aller glisser mon fichier HTML dans une nouvelle page de mon Chrome. Voilà. Autre petit détail, avant même d'écrire du code, où est-ce que vous allez pouvoir trouver l'information? Je trouve que c'est important de vous expliquer comment vous pouvez vous documenter par vous-même avant même de commencer. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le langage, il y a une très bonne documentation qui s'appelle MDN. Donc c'est une documentation qui a été écrite par Mozilla, ce sont ceux qui sont responsables du navigateur Firefox. Et ils ont une documentation sur le JavaScript. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir plein d'infos, plein de données dessus. Sachant que ça a été aussi traduit dans différentes langues et vous allez trouver les informations en français, en anglais et dans d'autres langues. La recherche fonctionne aussi très bien. Par exemple, si vous voulez découvrir un petit peu comment fonctionnent les nombres, vous pouvez taper number, vous allez regarder les fils d'Ariane, là on va aller dans la partie JavaScript, et ça vous explique un petit peu comment fonctionnent les nombres, tout ça. Donc vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations sur le langage directement depuis cette documentation-là. Donc si jamais il y a des choses que j'explique et que vous trouvez que je ne l'explique pas forcément assez bien, ou si vous manque des détails, n'hésitez pas à complémenter vos connaissances avec cette documentation-là. Donc ceci étant dit, nous on va commencer avec la découverte de nos variables. Donc notre page est ouverte ici, et on va déclarer notre première variable. Alors pour déclarer une variable, on va commencer par utiliser le mot-clé const. Ensuite, on va donner un nom à notre variable. Alors le nom c'est alphanumérique et ça peut contenir des underscores. Par contre, ça ne peut pas commencer par des nombres. Donc vous pouvez mettre hello underscore word, par exemple, ça c'est un nom valide. Vous pouvez commencer par une majuscule, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous commencez par un nombre, tout de suite, votre éditeur, vous voyez que rien qu'au niveau des couleurs, vous pouvez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Donc nous, notre variable, on va l'appeler A, c'est juste pour l'exemple. Et ensuite, vous pouvez lui assigner une valeur. Pour cela, on utilisera le signe égal, et on lui dira ce que l'on veut mettre à l'intérieur. Donc le premier type que l'on va voir, ce sont les nombres. C'est un type assez classique. Il vous suffit de mettre un nombre ou un chiffre et ça va fonctionner. On le voit au passage, notre éditeur arrête de tout souligner en rouge et nous indique donc qu'on n'a pas d'erreur dans notre code. En JavaScript, on peut terminer nos lignes par un point-virgule. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que le JavaScript est assez intelligent pour comprendre que quand on passe à la ligne, c'est un nouveau code. Donc lui, lorsqu'il va interpréter notre code, il va comprendre les choses. On n'est pas forcément obligé de mettre ce point-virgule-là. Moi, j'ai pris cette habitude de ne pas les mettre, mais c'est avant tout une convention personnelle, donc ça n'a pas d'importance pour votre apprentissage. Mais sachez que si vous voyez des points-virgules partout, voilà, c'est juste des gens qui aiment bien mettre des points-virgules. Si je sauvegarde et que je me rends à ma page, je vais réactualiser, je vais pouvoir voir cette variable-là. Pour cela, il va falloir utiliser l'inspecteur de code. Cet inspecteur est accessible en appuyant sur la touche F12 de votre clavier. Donc là, il m'affiche une petite alerte et je clique sur « Ouvrir DevTool ». Vous pouvez aussi y accéder en cliquant n'importe où sur votre page avec un clic droit et vous cherchez quelque chose qui s'appelle Inspecter. Et ça vous sort quelque chose qui est similaire. À l'intérieur de cet inspecteur, vous avez plusieurs onglets qui sont affichés en haut et nous, on va aller dans l'onglet Console. Cet onglet Console va nous permettre d'écrire du JavaScript et de pouvoir tester des variables, tester des choses. Donc là, par exemple, si je tape A, et que j'appuie sur Échappe pour annuler l'autocomplétion, il me montre bien que ma valeur vaut 3. Alors il faut savoir qu'il n'existe pas que cette manière-là de déclarer des variables. On a aussi un autre élément qui s'appelle let. Pour comprendre la différence, imaginons qu'une ligne plus tard, on décide à changer la valeur de A et on décide de mettre 4 à l'intérieur.
Si je sauvegarde et que je réactualise ma page, il va me sortir une erreur. Il me dit « Impossible d'assigner à une constante ». Lorsque vous utilisez const, ça veut dire que vous créez une variable qui ne pourra jamais être réassignée. Donc il y a un autre mot-clé, si vous voulez changer la valeur un petit peu plus tard, qui est le mot-clé let. Si vous écrivez let, dans ce cas-là, cette variable sera définie avec la valeur 3, mais vous pourrez à n'importe quel moment dans votre script changer sa valeur, et vous n'aurez pas l'erreur que l'on avait ici. Et la valeur a, on voit bien qu'elle vaut 4. Vous avez aussi une dernière manière de déclarer les variables. Alors on va dire que c'est une manière qui est ancestrale, qui n'est plus du tout utilisée aujourd'hui, mais vous pouvez la retrouver dans des vieux codes. Et d'ailleurs, on l'a vu, on le retrouve par exemple dans la documentation de MDN, c'est le mot-clé var. Donc si vous écrivez var, pour l'instant, vous pouvez considérer que ça équivaut un petit peu à un let. Ça vous permet de modifier une variable par la suite. Enfin, le dernier point, c'est que si vous ne mettez rien, si vous faites juste un a égale 4, comme ceci, on voit bien que la valeur, elle est toujours à 4. Ça équivaut à écrire var. Voilà, ça équivaut à la même chose. Mais cette histoire de var, vous pouvez l'oublier. De la même manière, écrire une variable sans la déclarer, vous pouvez oublier aussi. Souvent, ça va être considéré comme une erreur ou une faute. Même si le navigateur, lui, le comprend, de manière générale, c'est quelque chose qu'il va falloir éviter. Donc on écrira toujours let et const devant les variables que l'on souhaite créer. Const si on sait que la variable ne sera jamais réassignée, let sinon. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours commencer par const, utiliser const partout, et si plus tard vous réalisez que vous avez besoin de modifier la variable, vous transformez ce const en let. Ça vous permettra d'avoir moins de réflexion à faire, mettez const partout par défaut. Ensuite, on va parler des valeurs que l'on peut mettre dans ces variables-là. Donc on a vu qu'on pouvait mettre des nombres, ça peut être un nombre entier, ça peut être un nombre à virgule, dans ce cas-là on mettra point, suivi des nombres que l'on a après la virgule. Si je réactualise et que j'affiche A, ça me donne bien 4,34. Ça peut aussi être une chaîne de caractères. Alors les chaînes de caractères, on les écrira en mettant des guillemets, donc un guillemet ouvrant et un guillemet fermant. Votre éditeur vous place automatiquement le curseur correctement et vous pouvez mettre votre texte à l'intérieur. Vous pouvez utiliser des simples guillemets ou des doubles guillemets ou aussi des backticks. Donc les backticks, c'est avec Alt-7 sur un clavier AZERTY. Je ne sais pas la touche sur les autres types de claviers, je suis désolé. Et là, vous pouvez aussi mettre votre chaîne. Alors on peut se dire, pourquoi il y a 3 manières d'écrire les choses? Ça ne serait pas peut-être un peu plus simple d'avoir qu'une seule manière? Je suis d'accord avec vous, mais malheureusement c'est comme ça. La principale différence, c'est lorsque vous allez avoir des caractères spéciaux. Si vous mettez des guillemets simples et que vous voulez taper le mot-clé « aujourd'hui », le problème, c'est que quand vous écrivez le guillemet de « aujourd'hui », il s'y perd un petit peu, il ne comprend pas ici pourquoi vous avez un guillemet en plein milieu d'un simple guillemet. Donc dans ce cas-là, vous allez devoir faire ce que l'on appelle un échappement, c'est-à-dire écrire un anti-slash ici. Comme ça, il comprend que ça, c'est un guillemet sous forme de texte et que ce n'est pas une fermeture de chaîne de caractères. Ça peut être intéressant ici d'utiliser des guillemets doubles parce que justement, ça vous évite d'avoir à faire l'échappement. C'est pour ça que les guillemets doubles peuvent être intéressants dans certaines situations. Si votre chaîne contenait des guillemets doubles, il faudrait les échapper aussi. Le problème de ces deux éléments de syntaxe, c'est que vous ne pouvez pas aller à la ligne. Si jamais vous voulez écrire une chaîne de caractères sur plusieurs lignes, dès que je vais à la ligne, vous voyez qu'il souligne ça en rouge. Ce n'est pas bon. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser un caractère spécial de saut de ligne, qui est, pareil, échappé, qui s'appelle anti/n. Ce caractère permet d'indiquer qu'il y a une nouvelle ligne. Voilà. Alors évidemment, ce n'est pas forcément super pratique, donc si jamais vous voulez écrire une chaîne de caractères sur plusieurs lignes, vous pouvez utiliser les backticks qui, elles, supportent le passage à la ligne. Salut, je vais à la ligne, comment ça va? Alors, idéalement, il faudrait aussi retirer les espaces, mais vous voyez que ça ne souligne pas ça en rouge, il comprend bien que ça peut aller à la ligne. Alors vous allez me dire pourquoi je n'utilise pas les backticks partout. Alors tout simplement parce que les backticks ont été créés relativement récemment, c'est-à-dire que à un moment donné, on n'avait que les simples guillemets et les doubles guillemets. Donc c'est pour ça que sur beaucoup de codes, on retrouvera encore des simples et doubles guillemets. Il y avait aussi un problème de performance à un moment donné où ce type de syntaxe était un petit peu plus lent. Donc les gens ont effectivement pris l'habitude de mettre des simples ou des doubles guillemets. Après, certains développeurs ont comme convention de n'utiliser cette syntaxe-là que lorsqu'ils ont besoin des fonctionnalités, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont besoin d'aller à la ligne ou lorsqu'ils ont besoin d'interpoler des variables, et on va en parler un petit peu plus tard. Mais au début, peu importe, ne vous embêtez pas avec ce genre de considération, utilisez la syntaxe que vous retenez le mieux, ça n'a pas d'importance.
Alors justement, on parlait de concaténation, on a la possibilité d'additionner des chaînes de caractères ensemble. Imaginons, je veux écrire salut puis les gens. J'ai déjà cette variable A qui contient le salut. Et on va imaginer qu'on a une variable B qui contient les gens. Et là, vous le voyez par réflexe, moi je mets des simples guillemets. Ce que je peux faire, c'est additionner les deux. Si au niveau de ma console, je fais un A plus B, ça va me donner salut les gens tout attaché. Si je veux un espace, je fais A plus un espace plus B. Donc lorsqu'on en fait des additions de chaînes de caractères, il fait ce qu'on appelle une concaténation. Il met les chaînes de caractères bout à bout. L'avantage avec les backticks, c'est qu'on peut le faire un petit peu plus simplement. On écrira notre backtick, et à l'intérieur, si on veut utiliser une variable, on mettra $, et entre accolades, le nom de la variable. Ensuite, on met notre espace, on refait la même chose. Ici, on met la valeur B, et on voit que ça nous donne salut les gens. Donc les backticks nous permettent aussi de faire cette interpolation de variables, ce qui peut être pratique dans certaines situations. Donc voilà la différence entre les simples, doubles et les backticks. Ne vous inquiétez pas si vous êtes un petit peu perdu avec tous ces éléments de syntaxe, on aura l'occasion d'y revenir dessus un petit peu plus tard. Donc ensuite, on a les booléens. Donc pour les booléens, on va mettre is majeur, par exemple, pour savoir si quelqu'un est majeur. On utilisera true pour une valeur qui est vraie et false pour une valeur qui est fausse, tout simplement. Ensuite, on a un autre type qui est un peu particulier, c'est le type nul. Donc ce type-là permet d'indiquer une absence de valeur. Si par exemple on souhaite sauvegarder une chaîne de caractères mais qu'à un moment donné il n'y a rien, on peut mettre nul plutôt que de mettre une chaîne de caractères vide. Ça permet vraiment de savoir qu'il n'y a rien dedans. D'ailleurs, il y a un autre type encore plus particulier, c'est le type undefined. Il s'écrit de la manière suivante, même si on va assez rarement l'utiliser manuellement, il permet d'indiquer qu'une variable n'est pas définie. Il est intéressant de noter que cette valeur est automatiquement assignée à une variable qui n'aurait pas d'assignement. En effet, si j'écris let C et que je ne mets pas de valeur, c'est accepté. Mais dans ce cas-là, si je regarde la valeur de C, on voit qu'il me dit undefined. Ça veut dire que cette valeur n'a pas été définie. Donc c'est encore un type particulier qui est différent de nul et différent des autres types. Ça permet d'indiquer une absence de valeur. Alors maintenant, on va passer au tableau. Les tableaux permettent de sauvegarder une liste de valeurs. Typiquement, si on veut sauvegarder la liste des notes d'un élève, on va utiliser un tableau pour cela. Donc un tableau s'écrit avec un crochet ouvrant et fermant. Et ensuite, on met à l'intérieur les valeurs séparées par des virgules. 13, 14, il y a une mauvaise note, 8, 9, et ainsi de suite, ainsi de suite. Attention, les tableaux peuvent contenir des valeurs qui sont de différents types. On peut avoir à l'intérieur d'un tableau une chaîne de caractères, et on peut même avoir dans un tableau un autre tableau. C'est tout à fait possible. Si jamais vos lignes sont un petit peu longues, et on peut le faire dans le cadre des tableaux, il ne faudra pas hésiter à aller à la ligne. Ça n'a pas d'importance au niveau de la compréhension du code. Vous pouvez tout à fait écrire les choses de cette manière-là. De la même manière, moi j'ai une convention qui consiste à mettre des espaces, mais ce n'est pas obligatoire. Tant que vous écrivez les bons éléments de syntaxe, les espaces sont facultatifs. Si je sauvegarde et que maintenant je réactualise ma partie navigateur, si je lui demande « est-ce que tu peux me donner la valeur de note ?» Voilà ce qu'il me dit. Il me dit c'est un élément de type tableau, parce qu'on voit des crochets, et on a 6 valeurs. Je peux appuyer sur cette petite flèche pour déplier les valeurs. Donc là, il me donne des numéros, on va en parler juste après, et on voit que par exemple ici, il me dit que c'est un nouveau tableau que je peux aussi déplier. Alors ces numéros, c'est ce que l'on appelle des index, et ils permettent d'indiquer à quelle position se situe la valeur dans un tableau. Les index, dans le cadre du JavaScript, commencent à 0, c'est-à-dire que cet élément-là est à l'index 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si vous voulez le troisième élément, faites attention, c'est à l'index 2. Pour récupérer spécifiquement une valeur dans le tableau, on utilisera note, et entre crochets, on mettra la valeur de l'index que l'on souhaite récupérer. Par exemple, ici, je peux lui dire, je veux récupérer la chaîne de caractères. Donc c'est 0, 1, 2, 3, 4. Et ça va bien me donner hello. Si je veux accéder au tableau dans le tableau, pas de problème. Il me suffit d'aller au premier tableau. Donc ici, je lui demande d'aller au sixième élément, donc à l'index 5. Et ça me donne un tableau. Et sur ce tableau, je peux lui dire, je veux la deuxième valeur. Et voilà comment vous pouvez imbriquer des tableaux et accéder à des tableaux imbriqués aussi. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas clair, on aura l'occasion de pratiquer et ça sera beaucoup plus clair quand on va pratiquer. Alors ensuite, on a un dernier type, ce sont les objets. Les objets vont permettre de sauvegarder des données un petit peu plus complexes que les tableaux en mettant notamment des clés. Donc par exemple, imaginons qu'on veut sauvegarder des informations sur une personne. On va mettre ici une accolade.
Et ensuite, on mettra une clé ou une propriété. Les clés ont les mêmes contraintes que les variables. On ne peut pas mettre de caractères spéciaux, ce genre de choses. Donc ici, on mettra first name. Et ensuite, on mettra le nom, par exemple John. Après, je peux avoir une autre propriété, last name, et on mettra son nom do. Comme pour les tableaux, vous pouvez aller à la ligne pour un petit peu plus de clarté. De manière générale, et vous le voyez lorsque je vais à la ligne, il y a une indentation qui se fait automatiquement. C'est-à-dire que notre code est aligné d'une certaine manière. Il est aligné de cette manière-là pour améliorer la lisibilité du code. Parce que si on mettait tout comme ça au même niveau, on aurait du mal à savoir où se terminent les choses. Avec l'indentation, ça permet de mieux comprendre où vont les choses. L'avantage, c'est que l'éditeur le fait automatiquement. Donc là, pareil, je peux continuer, mettre un âge, par exemple, il a 24 ans, et on va lui dire qu'il a des notes. Il a des notes, et ça sera cette fois-ci un tableau. 12, 14, 15. On peut même aussi avoir un objet qui contient un objet. Par exemple, un métier. Donc sur le métier, on donnerait le name, ça serait le nom de son métier, informaticien. Et on mettrait, par exemple, le nombre d'heures qu'il travaille par semaine, 35. Donc ça, c'est un exemple de données un petit peu plus complexes. Si maintenant je souhaite récupérer une information, je vais réactualiser la page, je peux faire person.firstName. Et dans ce cas-là, ça me donnera la propriété qui correspondra à firstName. Si je suis intéressé par la deuxième note, je peux faire person.notes, ça va me donner le tableau de notes. Et si je veux accéder à la deuxième valeur, il faut que j'aille à l'index 1. Pareil, si je veux accéder à une propriété imbriquée, je peux faire person.job.name et comme ça me donne informaticien. Person.job me donne l'objet et vu que c'est un objet, je peux faire point quelque chose pour accéder à une propriété. Pour les tableaux comme pour les objets, on a la possibilité aussi d'assigner les valeurs, de changer les valeurs. Par exemple, je peux lui dire, au fait, je veux que le nom du métier, ça ne soit plus informaticien, mais ça soit par exemple développeur. Je fais ça, et maintenant j'ai modifié la propriété name sur l'objet job dans l'objet personne, et si je lui demande au navigateur de me réafficher personne, on voit que ça me donne l'objet, je peux le déplier pour mieux comprendre, et si je regarde au niveau de job, j'ai bien le name qui a été modifié. De la même manière, dans les tableaux, par exemple, je peux dire au fait la note à l'index 1, c'est un petit peu pénible qu'ils me mettent l'autocomplétion, ça brouille un petit peu ce que j'ai à vous montrer, je peux changer la valeur et mettre ici 29. Et dans ce cas-là, si je regarde mon tableau de notes, automatiquement, j'obtiens bien notre tableau original, sauf que la valeur à l'index 1 a été modifiée pour mettre 29. Autre petit détail, lorsque j'accède à une propriété, j'ai la possibilité de le faire d'une autre manière, même si on ne l'utilisera pas forcément souvent. C'est sous forme un peu comme si on allait écrire un tableau par exemple. Sauf que plutôt que de mettre 0, 1, 2 ou 3, on peut mettre entre guillemets le nom de la clé. Par exemple, first name. Et dans ce cas-là, ça nous donne les choses. Alors vous allez me dire pourquoi cette syntaxe peut être intéressante. Imaginons que vous avez une constante que vous allez appeler clé qui vaut first name. Vous pouvez ensuite lui dire je veux personne et je cherche la propriété qui correspond à la clé. Voilà, ça permet d'avoir une clé qui serait dynamique et ça peut être pratique dans certaines situations. Mais de manière générale, si vous voulez l'écrire directement, voilà, on n'écrira jamais quelque chose comme ça avec une chaîne de caractères, ça n'a pas de sens. C'est pas très intéressant. Autre petit détail, vous avez la possibilité d'avoir des clés qui ne respectent pas les conventions des variables. Par exemple, je peux ici lui dire j'aimerais bien avoir une clé qui vaut les gens. Je ne sais pas pourquoi j'aurais envie de faire ça, mais j'ai envie de le faire. Vous pouvez écrire ici, entre guillemets simple, ou guillemets double, mais pas backtick, les gens. Et ensuite, vous mettez 2 points, la valeur que vous voulez associer. 23 par exemple ici. Ça, c'est du code qui est accepté. Et si je regarde mon objet personne, j'ai bien ma clé, les gens à ce niveau-là. Par contre, on ne peut pas l'écrire sans les guillemets parce que sinon, il y a un espace et il ne va pas comprendre les choses. Ça peut être intéressant, un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, si vous voulez utiliser une clé qui est basée sur une variable. Par exemple, ici, je peux lui dire, j'aimerais bien que ça soit la variable b qui soit utilisée. Donc là, il y a encore un nouvel élément de syntaxe. Donc on ne peut pas écrire b de point 23 parce que là, il ne comprendra pas que b, il doit l'interpréter. Il ne comprendra pas que b devra être converti en légende. Il vous donnera simplement un objet qui aura la propriété b qui vaudra 3. C'est ce qu'on voit ici. Donc dans ce cas-là, il faudra mettre simplement des petits crochets. C'est un petit peu comme ce qu'on a vu quand on accède à une propriété. On utilise des crochets. Si on veut définir une propriété particulière, on utilise des crochets.
Dans ce cas-là, si je réactualise la page et que je lui demande de m'afficher personne, on voit que, hop, il m'affiche bien, ici, hop, j'ai oublié de sauvegarder forcément, voilà, il m'affichera bien les gens. Bon, après, ne paniquez pas si vous avez du mal et que vous êtes un peu perdu avec cette syntaxe. Encore une fois, c'est un petit peu particulier, on l'utilisera dans des cadres particuliers, mais je tenais à vous la montrer parce que si jamais un jour vous tombez dessus, c'est important de savoir de quoi il en retourne. Enfin, une dernière petite remarque, mais on aura l'occasion de revenir dessus un petit peu plus tard. Toutes les variables qu'on a vues jusqu'à maintenant sont des objets. Alors on a la possibilité d'avoir le type d'une variable en faisant typeof. Si je fais typeof par exemple de B, donc il me dira ici que c'est une chaîne de caractères. Si je lui dis est-ce que tu peux me donner le typeof de 3 par exemple, il va me dire c'est un nombre. Si je lui demande le type de notes, qui est donc un tableau, ben on peut être étonné, il vous dit c'est un objet. Si je lui demande le type de personne, il me dit aussi que c'est un objet. C'est étrange. En fait, toutes les variables sont des objets par défaut et ont des propriétés. Et ces propriétés sont automatiquement définies. Par exemple, si vous avez une chaîne de caractères et que vous faites un point, ben vous voyez qu'il vous propose des suggestions. Vous pouvez par exemple demander length, qui est une propriété sur les chaînes de caractères, et qui vaut 6, ça vous donne la taille d'une chaîne de caractères. Et c'est un petit peu pareil pour, par exemple, note. Si je lui demande sur note de me donner la propriété length, il va me donner 6. Ça nous donne le nombre d'éléments que l'on a dans ce tableau-là. Alors si on revient un petit peu sur la documentation de MDN, lorsque l'on est par exemple sur les chaînes de caractères, on va taper string ici, nous c'est ça qui nous intéresse, on nous montre bien ici que c'est un objet standard, et on voit que sur cet objet, on a une propriété length qui nous permet d'avoir la taille. De la même manière, si je cherche les tableaux, hop, pareil, on nous dit que c'est un objet, et on a les propriétés length, des méthodes, mais on en reparlera un peu plus tard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en interne, pour le JavaScript, tous les types de variables sont des objets. Même des types un petit peu basiques, par exemple, si vous lui demandez « est-ce que tu peux me donner le type de nul ?» ben, ça vous donne object. Voilà, c'est un peu particulier, mais il faut le savoir. Alors maintenant, on va juste finaliser avec les opérations que l'on peut faire. Donc on a déjà vu qu'on a la possibilité de concaténer des chaînes de caractères en les additionnant. On a aussi la possibilité de le faire avec des nombres. Si j'additionne deux nombres, ça me donne la somme. Attention par contre, comme beaucoup de langages de programmation, le JavaScript a un petit peu du mal avec les nombres flottants par rapport à la représentation qui est utilisée. En effet, si vous lui demandez de faire 0,1 plus 0,2, vous voyez qu'il vous donne un résultat un peu étrange. Je ne vais pas forcément revenir dessus, mais j'ai une vidéo entièrement dédiée sur ce sujet-là qui va vous expliquer pourquoi. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous y référer. Mais faites attention avec les opérations mathématiques sur les nombres à virgule, ça pose en général pas mal de problèmes en JavaScript. Ensuite, on a aussi la possibilité d'additionner un nombre avec une chaîne de caractères. On peut se demander qu'est-ce qui va se passer. Dans ce cas-là, ce que va faire le JavaScript, c'est qu'il va considérer votre nombre comme une chaîne de caractères. Et automatiquement, plutôt que de faire une addition, comme on pourrait l'imaginer, il va faire une concaténation. C'est vrai avec les nombres entiers, mais c'est aussi vrai avec les nombres à virgule. Hop. Voilà, ça vous donne ici quelque chose qui peut sembler étonnant. Par contre, lorsque vous faites des multiplications, donc les multiplications fonctionnent comme en mathématiques, vous utilisez le signe astérisque. Si vous faites une multiplication d'un entier par une chaîne de caractères, il se dit une chaîne de caractères, on ne peut pas la multiplier. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer ça comme un entier et il convertit automatiquement. Par contre, faites attention, si votre chaîne de caractères n'est pas un entier, si par exemple je lui demande de faire 2 multiplié par A, là il vous donnera un résultat un peu étrange qui s'appelle non. Not a number, ça veut dire. Ça veut dire que le résultat de cette opération, c'est quelque chose qui n'est pas un nombre. C'est encore un type un peu particulier. En général, si vous vous retrouvez avec ce genre de code dans votre code, justement, c'est que c'est pas bon signe. C'est que vous avez fait des opérations que vous n'attendiez pas. Vous avez aussi la possibilité de faire des divisions. Vous avez la possibilité d'utiliser des parenthèses pour la priorité des opérations. Pas de souci. Vous pouvez utiliser des modulos. Par exemple, si je veux le reste de la division de 16 par 2, j'utilise modulo 2. Donc les opérations de base sont comprises à ce niveau-là. Après, pour des opérations un petit peu plus complexes, il faut que je vous apprenne les méthodes et on verra plus tard. Par exemple, si vous voulez faire une puissance ou ce genre de choses. Là, malheureusement, contentez-vous de ces opérations-là. Une dernière chose que l'on va voir, c'est comment sont passées les variables. Ça, c'est important. Imaginons que je crée ici ma variable A, qui vaut salut. Et je dis maintenant que je crée une variable B qui vaut A.
Et là, je vais plutôt utiliser des lettres pour les deux. Voilà. Si je réactualise ma page, on a bien A qui vaut salut, on a bien B qui vaut salut. Si je change la valeur de B, que je mets hello, est-ce que d'après vous, A a été changé? Si je regarde la valeur de A, elle n'est pas changée. Effectivement, lorsque l'on crée une nouvelle variable à partir d'une autre, c'est la valeur qui est passée. Donc les deux variables ont la même valeur, mais ne font pas référence à la même valeur. C'est important de bien comprendre ça. Maintenant, imaginons que je fais la même chose avec les notes. Je crée ici une variable note et je crée une variable note2 et je lui dis c'est la valeur de note. Si je réactualise, j'ai bien ici note, hop, qui a une valeur, et j'ai bien note2 qui a la même valeur. Si je choisissais de faire note2 égale quelque chose, ça ne modifierait que note2, et ça serait la même chose avec note normale. Je ne peux pas le faire ici parce que j'ai utilisé des consts. Par contre, un petit détail, si vous choisissez de modifier la valeur du tableau, par exemple, je choisis ici à l'index 2 de mettre 2 par exemple, si je regarde mon objet note original, on voit qu'il a été modifié. Et si je regarde mon objet note2, il a aussi été modifié. Lorsque l'on passe des tableaux ou des objets, ces valeurs-là font référence aux mêmes objets. Du coup, si on modifie l'objet ou le tableau, dans ce cas-là, ça modifie toutes les variables qui font référence à cet objet ou ce tableau. C'est un petit détail, mais c'est assez important et on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Mais faites attention à ça. Par contre, effectivement, si je me décide à créer une variable, par exemple, on imagine qu'on va l'appeler C, qui vaut personne.firstname. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va copier la valeur. Vu que c'est une chaîne de caractères, on aura C qui vaudra John. Et si je décide dans C, alors j'ai pas été très malin parce que j'ai mis const, on va plutôt mettre let. Et du coup, on va l'appeler D. Voilà. Si je décide de changer la valeur et de mettre Marc, la valeur est changée à l'intérieur de D. On a bien Marc. Par contre, si je regarde la valeur à l'intérieur de personne, elle n'a pas été modifiée. Parce que lorsque on parle de chaîne de caractères ou de nombres ou n'importe quoi d'autre, sauf les tableaux et les objets, il crée une copie et du coup ce n'est pas la valeur originale qui a été modifiée. Voilà. Encore une fois, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Enfin, dernière petite chose que j'ai peut-être oublié de préciser, c'est que vous ne pouvez pas déclarer deux fois une variable de même nom. Ici, si j'écris hello, vous voyez qu'il me souligne ça en rouge et il me dit non, je ne peux pas recréer la variable hello, elle a déjà été recréée. Voilà, c'est un petit détail, mais je pense que c'est important de le préciser si vous aviez un doute. Et là, je pense qu'on a fait le tour de ce que j'avais à vous montrer sur les variables. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on va parler des conditions.